Bonjour à tous, bienvenue dans le canal Community News de ce jour, de ce mercredi, déjà le 8 septembre, ensemble avec nous jusqu'à 14h. Nous aurons quelques invités. Hélène Migerel, qui est docteur en sciences humaines et psychanalyste, et nous dira un peu comment aborder cette période, puisque vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur, qui craignent la pandémie, mais qui ont peur d'autre chose, peur du vaccin, peur de tout. On en parlera avec elle, elle sera en direct avec nous. Erika Séville et Jacques Tell, deux invités qui sont tous deux du GIP RASPEG. Erika, elle est chargée de communication et d'appui. Jacques Tell est représentant du personnel. Visiblement, les choses ne sont pas très bonnes en ce moment au GIP RASPEG. Depuis l'année dernière, on ne croit pas parler des GIP RASPEG. La dame, la présidente, la directrice, on voulait l'enlever. Enfin bref, on va revenir sur le sujet. Et puis, on aura un invité un peu particulier, Michel Falémé Crawford. Il a assisté hier à ce première rencontre, premier sommet Africa CARICOM, on a envie de dire Africa CARICOM, puisque le CARICOM, c'est les pays de la Caraïbe qui sont réunis dans un marché commun, et la communication et les échanges avec l'Afrique, ça devrait être une réalité. Malheureusement, la Guadeloupe a été invitée dans ça, mais quand même, un Guadeloupéen a suivi un peu les événements. Il va nous raconter ce qu'il a vu. Sinon, l'actualité, c'est la nomination de Betty Aoumougon à la CEMAG. Elle est présidente, elle prend la succession de Rosan Rosuel qui est resté quelques mois. Ensuite, on ira avec Michel Depape visiter un peu les écoles de Gosier avant la rentrée. C'est le tour habituel que le président, le maire de la commune fait dans les écoles de sa municipalité, de sa commune. On verra un peu ce que ça fait. Il fait le point puisqu'il y a des travaux qui étaient là. Une interview de David Chatuan de la Librairie Générale. C'est le point avant la rentrée, le Covid, comment ça va se passer. Général, vous savez qu'on dépose les listes chez les libraires. Est-ce qu'avec le Covid, ça va être aussi évident? On fera le point et puis on continue à suivre jour après jour avec Olivier Félix, le Vaccibus. Voilà ce qui fait l'actualité dans cette émission, dans ce canal Community News. On vous salue en Guadeloupe, en Martinique, un peu partout où vous nous écoutez. Et on commence tout de suite avec cette première réaction de Betty Aoumougon. Je vous ai dit, elle est conseillère régionale, elle a été nommée pratiquement à l'unanimité nouvelle présidente de la CEMAG, organisme qui, depuis plusieurs années, permet la construction de logements sociaux et pas que en Guadeloupe. Sa réaction, micro de Michel Depape, on regarde. Déjà, je suis très fière et très heureuse d'avoir été élue à l'unanimité à la présidence de la Société d'économie mixte de la Guadeloupe. Je profite de votre antenne pour remercier les administrateurs de leur confiance. Et tout d'abord, je voulais remercier le président de région Harry Chalus et le président du département Guy Losbar d'avoir présenté ma candidature. C'était très important pour moi. On sent bien une volonté des deux exécutifs de travailler ensemble et puis ça traduit bien entendu le pacte de gouvernance concertée. Mais l'ambition, c'est de renforcer, de conforter, de développer cette SEM locale qui est le principal outil de développement et d'aménagement au service de nos collectivités et de nos Guadeloupéens. Pour l'instant, j'ai 3 priorités. Je viens d'être élue présidente de la CEMAG, je dois prendre mes marques. Je dois écouter, essayer de comprendre la structure. Donc j'irai à la rencontre des administrateurs pour avoir leur avis sur l'avenir de la structure. J'irai aussi à la rencontre des collaborateurs, donc des salariés aussi pour avoir leurs sentiments. Et j'irai aussi à la rencontre de l'association des locataires parce que ce que vous devriez savoir, il y a quand même 4600 logements. Ça veut dire que c'est 4600 familles, 4600 Guadeloupéens où il faut peut-être aussi donner des réponses pour le mieux vivre ensemble. Ma deuxième priorité, c'est le renforcement de la capitalisation de la CEMAG afin de sauvegarder, bien entendu, l'intérêt des deux collectivités majeures. Et ma troisième priorité, c'est ma feuille de route.
il y aura un plan stratégique qui va être mis en place, bien entendu, et nous allons travailler sous cette feuille de route qui va être mise en place assez rapidement. Vous savez, je suis une élue de proximité. Nous connaissons le rôle des SEM en Guadeloupe et nous savons tous que les collectivités ont besoin d'ingénierie, bien entendu d'ingénierie, de conseils. Et nous serons bien entendu la structure, une SEM qui ira vers les collectivités pour proposer et donner des conseils pour l'aménagement du territoire. Donc on attendra un peu les résultats de toutes ces promesses. Visiter des écoles avant la rentrée, c'est dans la commune du Gosier et c'est le maire en place, Cyril Gournet, qui est à la rencontre des enfants. On regarde. C'est la première, il y en aura 3 puisque nous avons beaucoup d'écoles sur le territoire du Gosier. Aujourd'hui, je suis accompagné avec Madame Élodie Clarac, adjoint au maire de la ville de Gosier, et puis d'autres élus prendront la relève pour les autres écoles qui n'ont pas encore été visitées. Comme vous le savez, dès qu'une rentrée scolaire se termine, on prépare la prochaine. Donc déjà, je tenais à féliciter le travail de tous les agents de la ville du Gosier qui sont efficaces et qui font qu'aujourd'hui, nous serons prêts à recevoir les enfants dans toute sécurité. Et malgré cette période Covid, nous avançons et que ça soit en termes de citernes et de surpresseurs, toutes les écoles du Gosier sont équipées. Et vous voyez encore dans notre dos aujourd'hui que même on innove, nous mettons des rampes d'accès pour les enfants à mobilité réduite. Ça veut dire aujourd'hui que cet enfant qui est à l'école de Mango peut manger et peut avoir une éducation digne de ce nom avec son fauteuil roulant. Donc en gros, on évite les handicaps et on donne des solutions pour que tout se passe bien sur le territoire du Gosier. Et comme dirait ma collègue, on espère que ça servira d'exemple pour toute la Guadeloupe. Effectivement, cette rentrée s'annonce de façon compliquée, mais nous avons un cadre, un protocole sanitaire appliqué. Nous sommes réunis, l'équipe et moi-même, avec les AESH aussi, le personnel particulier pour les élèves en situation de handicap. Donc nous avons préparé la rentrée. Dans un premier temps, nous allons recevoir les élèves de façon individualisée la semaine du 13 et la semaine du 20, ça sera par groupe de 5. Voilà, pas de commentaire. Interview de David Chatuan de la Librairie Générale, c'est le point sur la rentrée. La rentrée, effectivement, je vous l'ai dit, traditionnellement en Guadeloupe, ça se faisait avec une liste qu'on déposait dans les librairies. Avant Tekanigoumé, les gens se pressaient pour avoir les ouvrages de leurs enfants. À la veille de ce Covid, à la veille de la rentrée, comment ça se passe? Stanley Manico est allé à la Librairie Générale, on regarde. Le mois d'août, c'est notre plus gros mois de l'année. Notre année tient beaucoup sur la rentrée scolaire. C'est vrai que on n'a pas atteint les chiffres qu'on souhaitait, on n'a même pas atteint les chiffres de l'année dernière sur le mois d'août. On compte beaucoup sur le mois de septembre et le mois d'octobre pour un peu, parce qu'on pense qu'il y a eu un transfert et que du coup simplement que les gens ne pouvaient pas venir par rapport aux 5 km, etc. D'ailleurs on a vu aussi que au Moule et à Bastère, nos 2 autres points, parce que là nous sommes à Jarry, ont aussi eu du coup les conséquences de ces 5 km. On n'a pas eu du tout le rush de la rentrée, surtout en août. En juillet ça a été très bien, en juin aussi les gens s'y ont pris très tôt aussi. On était très contents, d'ailleurs on encourage tout le monde à s'y prendre depuis juin s'il le souhaite. Le site librairiegénérale.fr qui en général est en ligne dès le 15 juin jusqu'au 15 juillet à peu près, vous déposez sur internet et après on traite pour vous quoi. Comme ça vous permet d'avoir les choses assez tôt. Et donc le rush cette année on l'a pas ressenti, on l'attendait très fortement sur août pour être très franc, donc le confinement a fait que on ne l'a pas eu. Par contre, on a des grosses journées depuis quelques jours, depuis que la rentrée en distanciel a été annoncée tout simplement. Donc on a quand même du monde. On parle plus de click and collect ou call and collect que de click and collect. Faut être sincère, aujourd'hui il y a quelques enseignes qui le font et le font bien. Les plus grosses s'y sont mis depuis l'année dernière. Nous on avait fait le choix depuis la première année de faire le dépôt de liste sur internet et la récupération physique avec un chèque. Ce qu'on a surtout essayé de faire, c'est d'accélérer les processus le temps que les gens passent dans le magasin.
donc au niveau du traitement, au niveau des caisses, des choses comme ça, pour justement qu'il y ait un flux qui ne dépasse jamais la jauge autorisée et qu'il n'y ait pas de mise en danger de nos clients et de notre personnel d'ailleurs. Mais on espère, après on verra, on essaie surtout de finir la période de rentrée, satisfaire les clients au mieux vu les conditions, puisque les conditions d'acheminement ne sont pas simples non plus, que ce soit le transport, que ce soit même les éditeurs en France en fait, qui ont leur logistique, c'est pas forcément simple. Donc du coup c'est vrai aussi qu'on a eu pas mal de, vous savez, les cas contacts, les choses comme ça, parce que ça a touché tous les domaines, donc c'est vrai que c'est compliqué à gérer en termes de ressources humaines aussi. Mais on espère vraiment que septembre et octobre vont être meilleurs que l'année dernière pour rattraper le retard de août principalement et préparer une très grosse saison de Noël où on bosse déjà là-dessus, les jeux éducatifs, les coffrets, les choses comme ça, pour proposer de la qualité à nos concitoyens, à nos compatriotes. Et on se rend compte qu'il n'y a pas eu de rush cette année à la librairie générale, comme c'était d'habitude. Alors, on va terminer avec le petit tour habituel du Vaccibus. Depuis 2 jours, il sillonne le sud de la Basse-Terre. C'était Trois-Rivières avant-hier, Goubert hier. Olivier Félix, il est dans le Vaccibus. On regarde son reportage. Nous voyons donc cette situation sanitaire qui se dégrade. Et c'est tout à fait normal que la municipalité de Goubert, consciente d'améliorer donc cette chose vaccinale, que nos concitoyens se fassent vacciner le plus possible. On arrive tôt le matin parce que chaque journée est différente en fait. Il faut donc tout est préorganisé à l'avance, mais par contre il faut quand même mettre en place le bus. Donc le bus, le problème c'est qu'à l'intérieur du bus, tous les soirs il faut qu'on range tout parce que quand le bus circule, il n'y a rien qui doit traîner. Donc on doit tout ranger, donc ça veut dire que le matin, il faut qu'on remette tout en place, donc ça nous prend quand même un certain temps. Ensuite, il faut gérer tout l'aspect extérieur, c'est-à-dire toutes les salles d'attente qui sont dehors, les salles de pré-vaccination, les salles de post-vaccination, l'accueil et le filtrage. Donc ça nous demande quand même toute une coordination et toute une organisation qui prend beaucoup de temps et beaucoup d'adaptation, parce que chaque jour est totalement différent. Le mois prochain, ce sera plus facile parce qu'on reviendra dans des endroits qu'on connaît, donc on aura plus de facilité. Aujourd'hui, donc, hall des sports de Goubert, la population sera accueillie le plus simplement possible. Les doses ne sont pas dans un congélateur, elles sont dans un congélateur au CHU. Le procédé, c'est que le CHU les décongèle et nous les livre. Une fois que le CHU les a décongelés, on a 30 jours de conservation. Elles ont été livrées, on a 2 frigos, on a un frigo à Basse-Terre, on a un frigo au Rézé. Et en fait, en fonction de là où on va être dans les communes, donc il y a toute une traçabilité avec des thermomètres dans les frigos. Et tous les jours, on prend les doses dans le frigo qui sert de réserve en fait. On les met dans une glacière, donc sans interruption de la chaîne de froid, et on les amène dans le frigo du bus. Donc dans le bus, on utilise un frigo spécifique pour les bateaux, donc un frigo qui est fait pour ça, c'est-à-dire qui est branché sur la batterie et qui fonctionne en continu. Parce que dès qu'on arrive, que ce soit à la région ou donc la nuit et le jour pour les vaccins, le bus est branché au courant et à ce moment-là, le frigo est branché sur le courant. Il n'y a que pendant le trajet entre la structure et l'hôtel de région, où la structure est là où le bus dort, où là c'est la batterie qui prend le pas. Donc on a des thermomètres, on vérifie plusieurs fois par jour la température dans le frigo. Et si jamais il devait y avoir une rupture de la chaîne du froid, on prend en lien avec la pharmacie du CHU qui est au courant de notre fonctionnement, et à ce moment-là on changerait les vaccins parce qu'il y aurait une rupture de la chaîne du froid et qu'il est très important de conserver ça. Voilà, le Vaccibus qui était à Trois-Rivières il y a 2 jours, sur une population d'environ 6 000 habitants, il y a eu seulement 60 vaccinés. On saura demain le chiffre de Goubert. Alors, je vous l'ai dit, on va recevoir Madame Hélène Migerel, elle est docteur en sciences humaines, elle est psychanalyste, et c'est une personne qui peut nous donner quelques indications sur la situation actuelle dans laquelle vivent les Guadeloupéens, angoisse, peur, stress, climat anxiogène. Hélène Migerel, bonjour. Allô? Hélène Migerel? Oui, je vous
vous entends, mais D'accord. au loin, alors que j'entendais très bien tout à l'heure mon interlocuteur. Oui, maintenant je vous entends très bien. Alors je disais, comment la psychanalyste que vous êtes, je peux dire, comprend la situation, interprète la situation de la Guadeloupe aujourd'hui entre peur, angoisse, stress, climat anxiogène lié à la Covid. Il y a quelque chose d'anormal dans la situation actuelle? Excusez-moi, je suis en direct avec la télé là. Ah, donc, oui. quand j'aurai fini, je viens vous chercher. C'est vraiment du direct. Hein? Comme ça, vous allez... avec... non. Mais je ne pourrais pas vous aider. Hein. Madame Migrel, Oui, je suis là. vous avez entendu ma question? Je ne vous ai pas entendu. Tout à l'heure, j'entendais très bien l'interlocuteur. Alors, Tout d'un coup, oui, alors maintenant, est-ce que vous m'entendez maintenant? très bien. Bien, alors je vous disais, comment expliquer l'angoisse, le stress, le climat anxiogène qui règne en Guadeloupe en ce moment? Alors, ça s'explique facilement parce que on est dans une situation désastreuse en Guadeloupe où il y a tous les jours des décès dus à cette pandémie et la population, forcément, subit un stress permanent. Et ce stress permanent est généré par l'inquiétude de la contamination des proches. Souvent, les gens ne pensent pas à eux, mais pensent que ces proches peuvent être atteints et commencent à être pressés pour les proches. Deuxièmement, la peur. Une peur qui est collective, elle n'est pas seulement individuelle. Cette peur, elle est collective parce que cette maladie n'en finit pas d'engloutir des vies et cette maladie devient synonyme de mystère. Alors, mystère, bien sûr, parce que elle est invisible, mais elle est bien réelle. Et puis le désarroi. Alors, le sentiment que ressent la population est aujourd'hui augmenté de désarroi. Le désarroi par rapport au tri opéré selon l'âge. Vous savez qu'aujourd'hui, les personnes de plus de 60 ans ne sont pas prises en compte et que les vaccinés ont une priorité quand il s'agit d'hospitalisation. Il y a là une discrimination qui n'est pas supportable quand on sait que le respect des aînés est quelque chose de très important. Et puis de la colère. Oui. Ce sont des sentiments qui sont mitigés, mais la colère, elle est là, parce que la colère, elle existe en regard à la gestion déplorable de la crise. Oui. Alors, il court dans le grand public, il court cette affirmation que quand quelqu'un se présente aux urgences, on lui demande de prendre le Doliprane et de rentrer à domicile. Et après, cette personne revient en urgence quand il y a déjà même pas des prémices, mais des symptômes qui sont difficilement à prendre en charge. Alors, est-ce qu'en cet entre-deux, il n'y a rien à faire? Et c'est ça qui génère de la colère. Alors, aujourd'hui, il a été démontré qu'on pouvait faire quelque chose. Par exemple, je prends l'exemple très simple du docteur Mona Edreville qui fait beaucoup d'efforts pour orienter la population, pour lui faciliter l'accès aux soins, pour prodiguer des conseils, pour la rassurer. Alors pourquoi aujourd'hui il n'y a pas de relation entre la médecine de ville et l'hôpital? Pourquoi aujourd'hui, dans cet entre-deux, les gens se sentent complètement désemparés? Alors cette colère, elle est, je dirais, légitime, parce que ce n'est pas supportable. Et puis, il y a cette infinie tristesse qui commence à se muer en dépression, parce que la mortalité aujourd'hui ne peut pas être prise en charge. On ne peut pas opérer le rituel mortuaire, on ne peut pas
donner la dernière caresse aux mères, on ne peut pas porter les derniers habits pour cet enterrement, ce qui fait qu'il y a là cette tristesse qui ronge et qui dévore la population. Donc, vous voyez, tous ces sentiments qui ne sont pas contradictoires, au contraire, qui sont complémentaires, habitent aujourd'hui la population. Alors, je profite pour dire à cette population que je m'associe à la grande détresse causée par cette pandémie et que je reste et demeure solidaire de ce pays qui est le nôtre. Hélène Michirel, justement, je voudrais vous interpeller sur un point. Vous avez parlé de la mort, vous savez, tout le rituel qui accompagne la mortalité dans notre pays. Est-ce qu'aujourd'hui, du fait du nombre important de morts chaque jour, les avis d'obsèques durent plus de 25 minutes maintenant, il n'y a pas une sorte de banalisation de la mort? Mais pas du tout. Il n'y a pas de banalisation de la mort, il y a tout simplement, si vous voulez, un manque à combler, un deuil difficile à faire, parce que chaque famille a un décédé. Donc, le temps, effectivement, de réaliser, mais cette mort leur échappe. On n'a pas l'habitude de cette mort qui nous échappe. Et les gens, bien sûr, commencent à ruminer au niveau de leur imaginaire la situation de cette mort qui n'est pas acceptable et qui n'est pas supportable. Alors, il aurait fallu quand même penser, parce que même en période de crise, la gestion des sentiments de la population doit être faite. On aurait pu penser, ça fait quand même 1 an et demi, c'est vrai que la contamination s'est accélérée, c'est vrai que la propagation aujourd'hui s'est développée et ces morts en accéléré ne sont patentes que depuis 1 mois, à peu près 2 mois. Oui. Mais c'est vrai aussi qu'on aurait pu réfléchir ensemble. Il y a sur place des experts, des spécialistes capables de réfléchir ensemble comment faire pour atténuer la douleur et le désarroi des gens. Parce que bien sûr, on est dans une situation d'extrême urgence. Encore que là, il y a une espèce d'embellie qui va peut-être permettre de souffler, mais qui ne va pas gommer tous ces sentiments qui agitent et surtout cette tristesse et cette peur qui agite la population tout entière. Alors, moi, je veux bien expliquer le pourquoi on en est arrivé là. Oui, voilà, justement, c'est ça la question. Comment est-on arrivé là? Pourquoi? Voilà. Pourquoi on en est arrivé là? Au mois de juin 2017, la Guadeloupe est dans le vert. Ça veut dire tout simplement, on a eu la première vague. Oui. La première vague, oui, la première vague a aussi tué des personnes. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des carences et des manquements de prise en charge. On s'est rendu compte. Est-ce qu'on n'aurait pas pu anticiper et à l'avance se dire il y aura une deuxième vague, parce que cette deuxième vague était déjà annoncée. Nous n'avons pas subi vraiment de façon profonde la deuxième et la troisième vague. Nous avons eu un confinement, je dirais, une limitation kilométrique, mais nous avons eu la 4e vague. Et cette 4e vague nous arrive et on a du mal à la juguler. Alors, comment on est arrivé là? D'abord, on aurait pu informer les gens autrement. C'est-à-dire que sur le plan de la pédagogie, il y a eu énormément de manquements. On n'a pas utilisé une information que tout chacun pouvait admettre. On n'a pas utilisé les représentations de la population pour lui expliquer le danger que représentait le coronavirus. Et puis, bien sûr, on n'a pas suffisamment informé. Il n'y a pas eu de débat contradictoire à la radio ou à la télé. Et, bien sûr, on a forcé sur le dénigrement. Oui. Sur le dénigrement de la prévention. Moi, je dis, je participe aussi à, si vous voulez, le support psychologique de cette population.
Alors, la prévention, les moyens de prévention, n'ont pas eu l'occasion de s'énoncer, par exemple, pour l'immunité, pour booster son immunité. Il vaut mieux prévenir, enfin, que de soigner. Et là, ça n'a pas été possible parce qu'il y a eu, tout simplement, il n'y a pas eu de place pour cette prévention, permettre aux gens de venir et conforter la population dans cette pharmacopée antillaise de prévention. Je dis bien de prévention. Je ne dis pas qu'il y a une pharmacopée antillaise pouvant éradiquer le Covid, entendons-nous bien, ce n'est pas ce que je dis, mais je dis qu'il y a une pharmacopée, une utilisation des plantes qui serait venue là booster l'immunité et permettre aux gens, effectivement, de ne pas être aussi atteints. Parce que, dites-moi, quand quelqu'un a une petite plaie, mais si on ne soigne pas cette plaie, premièrement, s'il y avait une prévention, cette plaie peut être variceuse ou diabétique. En amont, on aurait pu faire de la prévention afin que cette personne n'ait pas de diabète. Mais si cette plaie en plus n'est pas soignée, elle va être gangrenée, on va lui couper la jambe. Et c'est cette situation que je décris, effectivement, représente très bien ce qui s'est passé. Donc automatiquement, les gens se sont sentis un peu perdus parce qu'on n'est pas venu leur expliquer avec des mots simples. Oui. Bien sûr, sont arrivés sur les plateaux de télé et à la radio des spécialistes, des experts en médecine, mais qui ne se rendaient pas compte que souvent, ils parlaient pour des étudiants de 4e et de 5e année de médecine. Bien sûr. Non pas, pour le grand public, pour le grand public. Oui. D'entendre autre chose. On n'est pas rentré dans la représentation de la population, on n'a pas laissé cette population s'exprimer, on n'a pas pu, on n'a pas su entendre ce qu'elle disait. Un dernier mot, Hélène Migerel. Bien sûr, on vit cette pandémie, mais la Guadeloupe doit pouvoir se retrouver. Alors, comment vous voyez-vous l'après-pandémie? Est-ce que la Guadeloupe sera toujours la même ou bien est-ce qu'il y a des choses qui risquent de changer dans l'attitude, dans le rapport humain, la distanciation, le rapport social, etc.? Il faudra du temps. Il faudra du temps parce que cette pandémie a opéré une espèce de fracture sociale et de fracture familiale, de fracture affective, de fracture environnementale, parce qu'il y a eu la montée de l'intolérance, vaccinés, non vaccinés. Les familles se sont vues séparées par leurs différentes idées et n'ont pas pu admettre une espèce de tolérance. Donc, ça va laisser des traces, cette histoire. Alors, comment, au lieu de rassembler, au lieu de chercher à rassembler les individus qui sont dans la même souffrance, eh bien, le refus du vaccin ou l'acceptation du vaccin, les deux ont opéré une espèce de fracture affective. Écoutez, dans ma pratique, je reçois autant les vaccinés que les non-vaccinés. Et ils sont préoccupés, mais vraiment préoccupés par la même angoisse. Où les vaccinés se disent, mais est-ce que, effectivement, je n'aurai pas d'effet secondaire? Et les non-vaccinés se disent, mais on nous accuse, nous, de contaminer les gens. Alors, aujourd'hui, l'avancée de la science, des connaissances scientifiques, nous a appris qu'il y a des charges virales pratiquement identiques chez les vaccinés et chez les non-vaccinés. Mais ça ne réconcilie pas les gens. Et je trouve dommage. Alors, l'après-Covid, nous avons un rôle à jouer. Oui. Que ce soit les médecins généralistes à qui on n'a pas donné de place ou qui n'ont pas occupé notre place. Moi, je trouve que le médecin généraliste aurait dû être en première ligne. Tout à fait, tout à fait. Un médecin qui connaît les patients, qui connaît les pathologies, et on aurait dû faire des séminaires pour les médecins généralistes pour leur mettre les mots dans la bouche. Parce que j'insiste sur le fait que demain, oui,
eh bien, on aura besoin des psys, de l'apport des psys, parce que ces blessures, parce qu'il y a eu des blessures narcissiques, il y a eu, si vous voulez, une espèce d'infériorisation de la population par rapport à ce vaccin. Oui. Et ces blessures narcissiques laisseront des traces parce que la mémoire traumatique est remontée à la surface. Oui, on aura besoin de temps, comme les gens ont besoin de temps afin de comprendre ce qui se passe pour la vaccination. Les Antillais ne sont pas tous profondément anti-vaccins. Il fallait leur laisser le temps. Il fallait avoir de la pédagogie. Il fallait informer et réinformer. Il ne fallait pas menacer. Oui. Quand les stimuli sont trop forts, ils sont inopérants. Cette menace permanente due à ces annonces, si vous n'êtes pas sage et si la contamination ne régresse pas, vous serez confinés. Ces stimuli ont eu un effet contraire. Alors, bien sûr, la Guadeloupe pourra se reconstruire. Elle mettra le temps qu'il faudra, mais il ne faut pas oublier que c'est une population qui a toujours su se sortir de mauvais pas et de rebondir. Merci Hélène Migerel de votre intervention. J'espère que les Guadeloupéens l'ont entendu, les soignants l'ont entendu, et puis tous ces gens qui dirigent, co-dirigent, etc., comprendront qu'effectivement que les Guadeloupéens auront besoin du temps pour se refaire et que les menaces, les coups de bâton, comme on dit, n'ont pas servi réellement, puisqu'on voit encore il y a beaucoup de réticences alors que la situation sanitaire est ce qu'elle est. Voilà, il est exactement 13h01, on prend la première pause, on se retrouve dans un instant avec nos prochains invités, Erika Séville du GIP Raspeg, elle est chargée de communication et de suivi, et Jacques Tel qui est représentant du personnel, visiblement au GIP Raspeg, à Yembo réglé, on va voir ça avec eux tout à l'heure en direct. Voilà. Voilà, exactement 13h06, je vous l'ai dit, on va recevoir deux personnes du GIP Raspeg. On a Erika Séville, chargée de communication et de suivi, bonjour. Oui, bonjour. Et on a Jacques Tel, qui est aussi du GIP Raspeg et qui est membre du représentant du personnel. Oui, bonjour. Il y a quelques mois, on a beaucoup parlé du GIP Raspeg, puisqu'on pensait que la directrice actuelle, qui est la nouvelle directrice, Madame Cholet, devait partir. On voulait la pousser vers la sortie. Finalement, elle a résisté. On a beaucoup parlé du GIP. Et puis, on avait le sentiment, Erika, que tout est réglé. Qu'est-ce qu'on vient de faire ? En fait, effectivement, si on est là aujourd'hui encore, c'est pour, déjà dans un premier temps, rappeler ce que c'est que le GIP Raspeg. Donc, pour faire court, le GIP Raspeg, c'est un établissement sanitaire qui vient en appui et en accompagnement aux professionnels de santé qui se retrouvent face à des patients en situation complexe. Donc, quand on dit situation complexe, ce qu'on entend par situation complexe, ce sont déjà des patients atteints de maladies chroniques telles que celles qu'on connaît en Guadeloupe, l'hypertension, le diabète, l'obésité, etc. Exactement. Mais ça va jusqu'au cancer ? Maladies chroniques. Chroniques seulement. Voilà. D'accord. Donc ces maladies sont associées donc à des difficultés qui peuvent être des difficultés d'ordre financier, de droit sécurité sociale, qui peuvent aussi être de l'isolement, de la fragilité, voilà. Et en fait, ces maladies associées à toutes ces difficultés dans un environnement du patient s'appellent des situations complexes. Donc l'idée en fait du GIP Raspeg, c'est d'être en appui aux professionnels de santé pour leur permettre d'assurer et d'être dans une prise en soin au mieux pour le patient. D'accord ? Donc, effectivement, on a entendu parler du GIP Raspeg depuis un an, là, aujourd'hui. Nous avions effectivement été dans la tourmente par rapport à ce que vous venez d'expliquer, donc notre directrice qui s'est retrouvée face à une situation un peu très compliquée, j'ai envie de dire. Et elle a résisté. Elle a résisté, oui, elle est encore là, effectivement, je confirme. Donc, cette situation, elle avait été mise en place donc, par rapport à des difficultés que nous avons rencontrées avec l'ARS, qui, encore aujourd'hui, si nous sommes là, ne cesse d'œuvrer. On a vraiment l'impression que c'est une manœuvre pour un déséquilibre de l'établissement par tous les moyens.
par des attaques qui mettent vraiment à mal, que ce soit l'établissement, la pérennité de l'emploi du personnel, mais également toutes les activités que nous avons. Alors, il faut dire qu'à l'époque où le Prospect était dans l'actualité, il y a eu un audit qui a été fait, je me souviens l'avoir vu, et cet audit était un peu controversé, c'est le moins qu'on puisse dire. Controversé ou favorable? Controversé, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient d'accord avec l'audit et il y a des gens qui le contestaient. Nous, ce qu'on a eu, c'est un audit favorable, que ce soit sur le plan. Oui, mais en fait, c'est un audit qui avait été commandé par l'ARS, on se souvient, et les résultats... En tout cas, les conclusions de l'audit étaient assez favorables à la direction. Exactement. Oui. Et d'ailleurs, ne voilà-t-il pas qu'aujourd'hui, encore, on se retrouve face à un audit. Ah bon, il y a un nouvel audit? Oui. Mais un audit sur l'audit ou un audit sur le gestion Prospect? Eh bien, visiblement, ce sera un audit sur la contre-expertise des conclusions du premier audit. Oui. Donc, et là, du coup, par contre, c'est autre chose. Hein. Oui. C'est un audit face à un cabinet d'avocats. Carrément. Carrément. Oui. Un audit face à un cabinet d'avocats avec une série de questions, des auditions d'un tas de personnes. Ça ressemble plus à une perquisition. Oui, justement, j'allais m'adresser à Jacques Tel, qui est représentant du personnel. Comment le personnel vit la situation actuelle? Enfin, il y a déjà la situation passée où il y avait une sorte de déstabilisation presque voulu, mais aujourd'hui, comment vous êtes en personnel? Alors d'abord, effectivement, en tant que représentant du personnel, je suis là pour faire entendre la voix du personnel. C'est simple, on a un personnel inquiet. Un personnel inquiet, d'abord, on vit une crise sanitaire qui crée un climat anxiogène. Et ajouter à ça des expertises, des auditions, on a vraiment l'impression d'une perquisition de la part de l'ARS. On se demande vraiment qu'est-ce qui se passe. Surtout, qu'est-ce qui va se passer pour l'emploi, pour la pérennité de l'emploi. Et c'est vrai que c'est une situation très compliquée, très compliquée. Le personnel est inquiet? Bien sûr, le personnel est inquiet. On voit bien que l'ARS, en l'occurrence Mme Denux, elle fait d'une façon cavalière de travailler. On voit bien qu'il y a le démantèlement, le coup de gueule que j'avais poussé il y a un an, en disant que tiens, on est en train de démonter une structure qui fait ses preuves, qui fonctionne très bien. Qui fonctionne très bien. Oui. On est en train de démanteler une structure. Je crois que plus un grand nombre d'oreilles se souviennent de ce coup de gueule que j'avais poussé. Et bien voilà, un an après, on est toujours dans la même situation de démantèlement, une situation où Mme Denux fait cavalière seule, j'ai envie de dire. Et on voit bien que depuis quelques jours, à 2 ou 3 reprises, le président du conseil régional a donné ses impressions. Il l'a dit, il dit qu'il y a un manque de concertation, il y a un certain nombre de décisions que Mme Denux prend doit conseil d'administration à le Prospect. Il faut le dire. Oui, il faut qu'il y a passé parce que comment on peut expliquer que le conseil régional et au conseil d'administration, le conseil général et au conseil d'administration, l'association des maires et au conseil d'administration. Justement, j'ai envoyé un SMS je profite de l'antenne pour dire que j'ai envoyé un SMS hier à M. Sapoti, il n'y a pas attendre réponse. Comment je dis que ces gens-là pas au courant? Qui j'en sais. Alors moi, aujourd'hui là, envie de dire Mme Denux que, en parlant, moi, fait ni des menaces, ni des injures, de toute façon, ce n'est ni l'objectif, ni mon niveau. Par contre, ça, envie de dire Mme Denux, respecter Guadeloupéen, respecter président à département, à département moins, respecter président conseil régional à département moins, respecter association des maires, tous les maires de département, ou à donc conseil d'administration avec ces Mounassa, c'est juste ça que je demande à Mme. Et en dernier lieu, j'ai envie de lui dire que l'union personnelle, en crise sanitaire, en personnel qui travaille en structure sanitaire, qui est inquiet, bah, il y a une explication. Mais tu ne prends pas des décisions comme ça. Il faut arrêter. Il faut qu'à un moment donné, qu'elle sorte de sa voiture blindée ou char d'assaut blindé et qu'elle marche à pied et vienne façader avec le personnel de Prospect. Au moins pour dire, qu'elle a fait. Oui. Erika, je pose la question. De votre point de vue, puisqu'à un moment il était question que la structure évolue,
Oui, tout à fait. Alors. Effectivement, quand on connaît l'historique et on sait les nouvelles lois qui ont été votées, les décrets, il y a la loi de juillet 2019 donc, qui a été votée, le décret de mars 2021 qui stipule que les structures ayant déjà en leur sein les réseaux de santé, comme c'est le cas chez nous, une PTA, comme c'est le cas chez nous, donc PTA, plateforme territoriale d'appui, sont amenés en fait à évoluer vers un dispositif d'appui à la coordination. Oui. Donc c'est comme un guichet unique en fait qui permet de pouvoir répondre à toutes les problématiques des professionnels de santé, mais également des usagers. Et effectivement, ces deux lois, enfin la loi et le décret stipulent qu'il faut tenir compte de l'existant. Et le seul établissement en Guadeloupe qui tienne compte de cet existant, c'est bien nous. Parce que nous sommes déjà regroupés en réseau. Nous avons chez nous une PTA. Ce qui manque, ce sont les Mayas. Et quid des Mayas d'ailleurs? Point d'interrogation. Hein. À mon avis, il faudrait avoir une autre émission pour parler de ça. Alors, moi, je pose la question quand même à Jacques. De votre avis, de ton avis, comment de nous expliquer réellement? Il veut casser Egypte là? Non, moi je pense que son démarchement entamé depuis l'année dernière. Oui, je rappelle que derrière, en fond de démantèlement là, il y avait une affaire de copinage. On voit bien que c'est une affaire de copinage, une affaire de sorte de petit réseau de KITV qui dirigeait le Gibraspec. Il a vu mettre Mounaï, quoi, oui, c'est ça? Le Gibraspec a fonctionné très bien, donc il a vu mettre Mounaï en l'état gâteau là. Et ce qui est plus triste, plus triste, c'est que nous voyons bien que ni des Guadeloupéens, des médecins guadeloupéens que nous repérons, que nous connaissons, qui a aidé madame là, qui a aidé madame là à faire ça et à faire là. Ouais. Et on dit encore que ni des médecins, des Guadeloupéens que nous connaissons, que nous repérons, qui a aidé madame là à démantibuler, à dépiéter le GIP Raspec. Et une structure, encore rappelé, qui a fonctionné très bien, ni des rapports d'audit qui fait, qui prouvait ça, qui confirmait ça. Et en plus, nous avons une loi qui a dit que, comme disait le collègue Montaï là, quand une loi qui a dit que pour arriver vers le DAC, il faut partir avec l'existant, et qu'il a bien dit qu'il faut partir avec l'existant, qui mieux que nous aujourd'hui sur le territoire, qui peut progresser en DAC. Donc c'est quoi cette histoire de démanteler un bitin pour faire notre bitin? Est-ce que madame là, l'idée est ici de l'objectif est ici, ou alors si ça est vite fait, son objectif c'est de le casser à tout prix, casser tout ce qui existe, de casser. Il faut qu'elle nous réponde. C'est tout. Et je répète, ce qui est vraiment dommage, c'est de se rendre compte qu'elle ne respecte rien. Madame là, pas qu'à respecter ailleurs, pas qu'à respecter, vous voyez bien, répétez-moi peut-être, mais le président du conseil régional pas au courant, alors qu'il est au conseil d'administration du GIP, le département pas au courant, l'association des maires pas au courant, alors je dis... Le directeur du CHU, président du CA, mais d'ailleurs, il va démissionner. Ben oui, parce qu'il a comprendre la question pourquoi. Une pression, il a démissionné. Qui prend trop de pression, qui a démissionné. Alors, donc voilà. Et c'est tout simplement regrettable. Il y a qu'à bien dire Guadeloupéen que attention, qu'a fait un an dit ça. Je connais moins, c'est vrai que je ne connais pas peut-être en tant qu'humoriste, je ne connais pas moins en tant que professionnel de santé. Là, le monde a oublié que, tiens, en professionnel de santé, il y a bien des autres là, que même les gens qui viennent souvent en grand nombre, qui fait spectacle, donc ça veut dire que ils ont fait confiance quelque part, et bien qu'en fait, même en quantité de temps, quand on fait spectacle, qu'en professionnel de santé, ça veut dire qu'on fait 30 ans. Et s'il y a des autres que Jod là, union directive de l'ARS, qui ne pas respecter pour le monde, et que si même là continue comme ça, moun que moi, alors moi quand autres, non, on nous veille nous, on nous regarder, renseigner, aller chercher à savoir qu'est-ce qui a passé au GIP Raspec. Oui. Alors, ça veut dire que le personnel là qui vous représente là, il quand même mobilisé quand même assez entre guillemets à des sauvegardes à le GIP. Ah bien sûr. Bien sûr, nous concentrer, nous véatifs en les 5 à fait. Ouais. Évidemment, nous pouvons, ou bien venir des fois ou 3 reprises que le président du conseil régional fait un coup de gueule, eh bien nous parce que ça fait un an, nous signaler que c'est qu'a fait là, ça fait un an.
VIAtif, effectivement. Pourquoi? Parce que ce qui se passe, c'est que l'audit actuellement mis en place par l'ARS... il est terminé cet audit ou bien il est en cours? Il est en cours. Il est en cours Et visiblement, il y a des réunions qui se font avec des acteurs donc, de la santé. Et nous ne sommes pas informés. Nous ne sommes même pas invités, nous ne sommes pas au courant. Tout ça se passe sans qu'on sache ce qu'il en est. Nous sommes au courant de rien. De rien. Et ce n'est pas faute d'avoir à plusieurs reprises envoyé des courriers à tous les membres du conseil d'administration, passant par le président, interpellé à plusieurs reprises, et jusqu'à aujourd'hui, c'est le néant. Donc, est-ce que c'est normal de fonctionner comme ça, n'ayant aucune réponse, n'ayant aucun retour? On n'a aucune visibilité pour savoir. Et le pire, c'est qu'entre-temps, les choses se font. Là, on vient d'apprendre que une des composantes de chez nous, la coordination territoriale ETP, s'en va. On l'a appris comme ça. Voilà. D'accord? Voilà. Et c'est une décision de l'ARS aussi? Oui. Eh bien oui. Voilà. Eh bien, par exemple. Donc on part avec des petits morceaux comme ça. Et c'est ce qu'on appelle le démantèlement. Dépiètement. C'est vraiment ce qu'on appelle le démantèlement. Ah ben écoute. Donc ça veut dire qu'il faut que le conseil d'administration, une fois de plus, tape du poing sur la table? C'est surtout que là, cette situation-là, elle ne peut pas, je pense, passer sous silence. Dans le sens où, il me semble que depuis quelque temps, on entend des choses venant de chez nous, mais même d'intervenants venant de l'extérieur, qui dénoncent une situation face aux attitudes et aux comportements de l'ARS. Donc, à mon avis, il faut profiter de ça parce que on peut pas avoir le sentiment de dire les choses et qu'on ne soit pas entendu. Il y a vraiment une situation qui existe. Nous ne sommes pas les seuls à la vivre, cette situation, visiblement. Donc, il faut qu'on ait des réponses. Et surtout ça très important, moi, j'appuie dessus. Il existe une directrice de l'ARS qui ne respecte personne. D'accord. Elle ne respecte personne et tout le monde le sait. Tout le monde l'a déjà observé, tout le monde le sait. Donc, il faut à un moment donné que ça s'arrête. Ouais. Moi, j'invite cette dame à respecter les Guadeloupéens. Donc, si je comprends bien, là, c'est une alerte que vous lancez une fois de plus. Oui, une alerte. Pour sauvegarder le GIP. Ben oui, clairement. Ouais. Par rapport à tout ce qui est mis en place, nous, on veut continuer à travailler, on veut servir les Guadeloupéens. Vous voulez avoir un peu d'apaisement surtout. On veut mettre en place et continuer à œuvrer, à aider et à faire partie donc, de cette offre de soins sur notre territoire. D'autant plus que là, nous sommes dans une situation qui est assez catastrophique. Donc tous les acteurs sont importants pour pouvoir porter leur pierre à l'édifice. Je me souviens que l'année dernière, il y avait eu un problème. Votre local était avait un petit peu squatté, si je comprends bien. Ça s'est calmé depuis? Ah, ça c'était vraiment l'épisode numéro 1. Oui. Effectivement, lorsqu'il y a eu le premier couvre-feu, confinement, pardon. Premier confinement, effectivement, il était question, nous avait demandé à l'époque de mettre les locaux à disposition de la plateforme. Non, de la plateforme Riposte. Voilà. Et effectivement, ils avaient occupé la plateforme et lorsqu'on a déconfiné, on se rend compte que les personnes qui occupaient les lieux étaient toujours là. Ils n'ont pas été bâtis. Voilà, ils n'ont pas été bâtis. Et c'est comme si vous laissez Casa au bon monde, on partit en vacances et là où il veut, on n'avait pas sorti en Casa. Donc on dit si vous ne pouvez pas rentrer, pour monde peut rentrer. Donc effectivement, nous sommes bloqués. C'est comme ça que nous venons récupérer les lieux, on peut dire. Bon, alors, dernière question, Erika. L'audit, les résultats de l'audit, on pourra les avoir au niveau des médias? Enfin, je ne sais pas, je pose la question. On verra. Ça ne dépend pas de nous. Nous, on n'avait pas demandé d'audit. On nous a encore soumis à des demandes sans cesse. Et en fait, on ne fait que ça. Ouais. Au-delà du fait de continuer nos activités avec les patients et les professionnels avec qui on travaille, on est sans cesse en train de fournir des documents qui sont transmis à chaque fois. Donc, c'est vraiment un déséquilibre. Et au-delà de ça, on a vraiment l'impression d'une espèce d'asphyxie aussi, puisqu'on a dû quémander presque des subventions qui auraient dû être versées depuis très longtemps. Donc, pourquoi agir dans un fonctionnement comme ça? Pourquoi être dans une dynamique comme ça, si ce n'est que vouloir faire disparaître la structure? Bien. Écoutez, on vous remercie d'être venu pour cette alerte. Et puis, comme on dit,
nous allons suivre. Merci à et vous. Et on va attendre que vous apportez d'autres informations et puis rester veillatif, hein, c'est ça, un peu des autres. C'est clair. On ne va pas laguer. C'est pas la peine d'inviter l'ARS, il peut y venir. De toute façon, on rate tout ça. Non, mais on rate ça, c'est même pas la peine d'inviter Donix, il peut y venir. De toute manière, ici, à l'époque, on a invité, il peut venir, il n'a pas de la Kevin, parce qu'il y a une trop de dossiers en les moi, encore dit encore, c'est pas compliqué, encore dit même là, de madame ayez un peu d'humilité et échanger avec déjà les membres de votre conseil d'administration et si tant est, venez discuter avec le personnel du JIP Aspect qui est inquiet. Merci de votre venue. Il est 13h24, deuxième pause. Tout à l'heure, on se retrouve avec Michel Falémé-Crawford. On va parler de cette rencontre qui a eu lieu hier entre les Africains et la CARICOM. C'est dans un instant. Pas débranché. Voilà, il est 13h29. Nous sommes en direct du canal Community News. Je vous l'ai dit, nous allons recevoir Michel Falémé-Crawford, puisque avant hier se tenait donc la première rencontre entre l'Afrique et la CARICOM. La CARICOM, je le rappelle, c'est le marché commun des pays de la Caraïbe, où se trouvent la plupart des îles indépendantes et des nations indépendantes de la Caraïbe. Bien évidemment, la Guadeloupe et la Martinique ne sont pas dans la Caraïbe, nous sommes dans la CARICOM. Nous sommes dans l'OECS et, entre autres, observateurs quelquefois, mais cette rencontre devait effectivement établir des passerelles entre l'Afrique et cette région du monde, ce 6e continent, comme on appelle la Caraïbe. Michel Confort, vous avez vu hier comment ça s'est passé. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette rencontre? Comment vous l'avez ressenti? Oui, bonjour Danick, bonjour à tout le monde, bonjour aux auditeurs et téléspectateurs. Oui. Alors oui, c'était hier la première conférence Afrique-CARICOM. Oui. C'est une première, ça ne s'était jamais fait depuis plus de 45 ans avant, et même plus lorsqu'il y avait la conférence de Bandung sur les pays des pays non alignés. Oui. Donc hier se tenait vraiment cette conférence. Et je l'ai suivie par, comment on dit, en duplex aussi. Hein. C'est une conférence virtuelle parce que pandémie oblige, les gens ne peuvent pas voyager comme ça. Mais c'était très intéressant. Et la première chose que je voudrais dire à cette conférence, c'est l'absence des pays des Antilles françaises. Oui, bien sûr. C'est vraiment dommage. Oui. C'est vraiment dommage. Et même, je dirais, frustrant. Cette conférence est très bien passée. Elle a été dirigée d'une main de maître par le président kenyan Uhuru Kenyatta. Oui. Et bien sûr, se tenaient tous les premiers ministres de la CARICOM, c'est-à-dire des pays anglophones de la Caraïbe. En particulier Trinidad, qui est le secrétaire général, je crois d'ailleurs. Oui. Barbade avec Madame Arnett, je crois. Tout à fait. Et puis d'autres intervenants qui ont discuté. Donc ils ont exposé vraiment leurs problèmes et ce qui en ressort, pour faire court, c'est vraiment une décision et une volonté établie de coopérer entre les deux parties de l'Atlantique, Est-Ouest. Oui. L'Afrique, vous savez, considère la Caraïbe comme une région d'Afrique, la 6e région d'Afrique. Ils considèrent les Caribéens comme des Africains avant tout, malgré tout ce qu'on peut dire de part et d'autre sur une petite histoire comme ça, l'aliénation, l'histoire, etc. Et reconnaît bien sûr cette diaspora qui est très importante et qu'ils appellent de leur vœu vers l'Afrique. En particulier, bien sûr, il y a la République sud-africaine qui a fait une véritable action envers Trinidad concernant le Covid, en offrant des vaccins, en exportant des vaccins pour le Covid. Mais il y a toute cette diaspora qui est attirée surtout vers les pays anglophones tels le Ghana. Mais Michel, oui. Ça signifie que les rapports, les échanges économiques entre l'Afrique d'une manière générale, puisque c'est le Kenya qui représentait l'Afrique entre autres, et la Caraïbe vont se renforcer, les liens vont se renforcer sur ces deux parties du monde qui sont si proches. Je parle. Oui.
Absolument, absolument. Ça va se renforcer. Des opportunités seront ouvertes sur tous les points, hein, des opportunités d'échange étudiantel, des opportunités de commercial, des opportunités d'échange de produits innovants, de l'industrie et de l'informatique en général. Mais c'est surtout la possibilité que l'Afrique offre aux Caribéens de faire du commerce avec eux. Un commerce vraiment, je dirais presque exclusif des Centre-Ouest. Vous savez, l'Afrique se développe. L'Afrique sort du marasme dans lequel il est plongé depuis très longtemps. Oui. Comment je pourrais dire, il y a ce qu'on voit en Afrique. Comme ça. En Guinée. Et il y a derrière tout ça une véritable force, une jeunesse qui est vraiment décidée. Alors tout n'est pas rose, tout n'est pas facile. Ah, mais ça c'est clair, oui. Il y a des difficultés, oui, bien sûr. Voilà. Et puis sortir de la Caraïbe, venir en Afrique, c'est d'abord un choc. Hein. C'est un choc culturel. Il faut pouvoir y entrer, digérer ce choc et trouver sa place dans ce continent qui est immense. Oui. Donc, c'est pas évident, mais la volonté est là d'offrir aux Caribéens. L'Afrique se tourne de plus en plus vers les Caribéens, devant, il faut le dire, la perte du marché français en Afrique et aussi la diminution du marché chinois dans certains pays d'Afrique. Mais Michel, là, il y a... oui. Pardon ? Non, je disais, Michel, vous faites souvent le voyage entre les pays africains. Vous êtes au Togo parfois, d'autres fois dans d'autres régions. Comment les Caribéens, les Guadeloupéens ou les Cari-Guadeloupéens sont-ils accueillis en Afrique en ce moment? Alors, les Caribéens sont les bienvenus. Surtout pour ceux qui ont qui veulent vraiment développer des projets agricoles, surtout la terre, parce qu'on a une formidable connaissance des domaines de l'agriculture, et ça, c'est vraiment un gros point pour les Caribéens. Maintenant, il y a d'autres projets qui peuvent se faire, où il y en a plein. Alors, comment on est perçu? Comme des frères. Non pas comme des colons noirs, même si certains Caribéens ont peut-être cette attitude, mais cela existe aussi bien au niveau de la diaspora africaine qui est en France. Oui. Donc, voilà, on est bien perçu en général, et des pays comme les pays francophones, par exemple comme le Bénin, le Togo, le Gabon et le Congo, offrent largement des possibilités à tout Caribéen de pouvoir s'établir s'il le veut, de pouvoir développer des projets, parce que c'est ce que les Africains attendent. Il ne faut pas croire que c'est dénué d'intérêt. L'intérêt est dans le fait que l'Africain a besoin de se développer, a besoin de développer son pays, et on pense et comment dire, généralement, l'Antillais a des connaissances. Et je pense qu'on a une place, en tout cas, en Afrique, pour y travailler, pour faire du commerce, pour faire des affaires. Oui. Et moi personnellement, j'en profite pleinement. Oui, bien sûr, puisque vous êtes souvent là-bas. Alors, le seul problème qui demeure en ce moment, puisque ça n'a pas été résolu, c'est le problème du transport aérien. C'est-à-dire que pour se rendre dans des pays africains, nous sommes encore contraints de passer par la France, par l'Europe. Oui, alors, c'est un point de discussion. C'est un point de discussion qui a été abordé hier dans le sommet. Tout à fait. Et il va falloir, développer des lignes directes entre l'Afrique et entre la Caraïbe. La Caraïbe. Par exemple, Pointe-à-Pitre, Dakar, c'est 4 heures de vol. Oui, c'est juste en face. C'est juste en face. Oui. Voilà, Pointe-à-Pitre, Abidjan, c'est 5 heures. Pointe-à-Pitre, Accra, 5h20. C'est pas à peine de faire Pointe-à-Pitre, Paris, 8 heures, oui, bien sûr. Voilà. Donc, c'est vraiment tout un dispositif et qui se mettra en place. Il va falloir que sur notre territoire, sur la Guadeloupe, parce que ça se développera aussi sur la Guadeloupe, que les monopoles d'Air France, monopoles d'Air Caraïbes, soient bousculés. Et c'est la loi internationale visée par l'ONU qui demande la libéralisation du marché, donc du transport aérien. Et ça ne pourra, ni la Guadeloupe, ni la Martinique
et la France ne pourra rien faire là-dessus. C'est clair, c'est clair. De toute façon. Oui. Donc, et s'il y a vraiment une opposition, rien n'empêche les Antillais de se rendre à la Dominique ou de se rendre à Antigua ou à Sainte-Lucie, à côté, et puis de là partir pour l'Afrique directement. Ce sera toujours moins long de faire un pointe-à-pitre de Paris pour prendre après un vol pour l'Afrique où il y a autant d'heures de vol, quoi. Alors, un dernier mot pour revenir à ce sommet Afrique-CARICOM. Vous avez le sentiment que la porte est ouverte maintenant, les négociations, enfin les discussions d'hier vont permettre un flux régulier, je parle au niveau des entreprises, d'entrepreneuriat entre les pays africains qui étaient représentés et les pays de la Caraïbe, parce que la Caraïbe a besoin aussi d'ouverture. Absolument. Absolument. Et cela se fera, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Hein. Quand je dis ça, on se comprend. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ça se fera. Les échanges, ce n'est pas seulement des Caraïbes vers l'Afrique, elle sera également de l'Afrique vers les Antilles. Oui. Je prends par exemple dans le commerce de l'industrie agroalimentaire. Nous, en Guadeloupe, en Martinique, nous avons, vous savez, des terres empoisonnées. Oui. Il devient très difficile de pouvoir se nourrir de plants locaux cultivés sur le sol guadeloupéen. Trouver un qui ne soit pas contaminé par le chlordécone, par exemple, c'est très difficile. C'est peut-être possible, mais c'est très difficile. L'Afrique a un plan de pouvoir envoyer à moindre coût ces produits agro-transformés vers la Caraïbe. Et ça, il faut en profiter. On a la possibilité de développer aussi des industries, par exemple, l'Afrique, par exemple, et moi je le vois, puisque je suis dans le secteur, dans ce secteur commercial, c'est par exemple de la canne à sucre. Voilà. Nous avons des possibilités presque énormes en Guadeloupe, Martinique et en Caraïbes générale, du développement de la canne à sucre. On fait du rhum, on fait du punch, on fait du sucre. La bagage, c'est l'énergie. Pour vous dire vrai, en Afrique, c'est très peu de connaissances. Ça se mange, c'est tout. Donc vous avez parfois des champs de canne qui sont peu exploités et puis laissés à l'abandon comme ça, c'est une gabegie. Donc là, on a un rôle à jouer dans le secteur de la canne à sucre. Bien. Dans le secteur des arbres fruitiers également. On n'a pas les mêmes éléments, on a les mêmes éléments, mais la variété est moins importante en Afrique. Et là aussi, on a un secteur à porter, c'est-à-dire investir le secteur, développer le secteur, commercer avec ce secteur. Et on a vraiment toute une chance, parce qu'on est les seuls grands spécialistes à pouvoir le faire. Donc il faut en profiter. Je dis encore une fois, c'est dommage que la Caraïbe française n'y était pas. Bien, Michel, on vous remercie de ce petit compte-rendu sur ce premier sommet entre la Caraïbe et l'Afrique. Effectivement, la Guadeloupe et la Martinique étant encore sous domination française, nous ne sommes pas encore éligibles réellement à la CARICOM. C'est vrai qu'il y a eu des tentatives, mais pour l'instant, la CARICOM regroupe pratiquement que des pays indépendants, ce que nous ne sommes pas encore. Donc, malheureusement, nous sommes au bord de la route, comme on dit. Nous bochimons là. La porte est ouverte, hein, la porte est ouverte. Mais je sais. L'Union africaine a des projets d'associer quand même les Antilles, la Caraïbe francophone, comme observateur ou comme membre auditeur. On l'espère vraiment. On l'espère. Ça nous fait vraiment prendre le train en marche. Bien. Voilà. Bien, Michel, merci. Voilà, il est 13h43 minutes. On va faire un rappel rapide des titres que nous avons développés aujourd'hui. Nous sommes allés voir Madame Betty Armougon. Betty Armougon, c'est la nouvelle présidente de la CEMAG. Elle a fait part de sa feuille de route. Eh bien, on attendra quelques mois et voir un peu comment les choses vont évoluer. Sinon, Cédric Corny, le maire du Gosier, était en visite dans les écoles avant la rentrée. Pour parler de la rentrée aussi, c'est la librairie générale. On a fait le point avec un responsable de la nouvelle génération de la librairie générale, David Chatouan. Point sur la rentrée avec le Covid, la situation n'est pas encore tout à fait ce qu'ils espéraient. Il n'y a pas eu de rush, mais enfin, comme la rentrée est prévue, la rentrée réelle est prévue le 13, peut-être que cette librairie connaîtra un petit peu plus d'affluence. Enfin, le
Vaccibus fonctionne. Il était à Trois-Rivières, il a permis la vaccination d'une soixantaine de personnes. On parlera demain, on fera le point pour Goubert, puisque Olivier Félix suit jour après jour le périple, le Vaccibus-tour, comme on peut l'appeler. Et donc, je lui dis à Goubert, et on a vu le premier adjoint qui en parlait, puisque M. Edmond n'était pas là. Sinon, on a reçu Hélène Migerel, les docteurs en sciences humaines et psychanalystes. Elle nous a dit comment la situation est compliquée aujourd'hui pour les Guadeloupéens, mais elle pense que progressivement la Guadeloupe, nous avons cyclone, nous avons la soufrière, et chaque fois la Guadeloupe a au bout, mais on espère que cette crise pandémique permettra aux Guadeloupéens de réfléchir un peu sur leur avenir et surtout faire le point, toutes ces erreurs qui ont été faites pendant ce manque de pédagogie par rapport à la vaccination. Elle nous en a parlé largement. Erika Séville et Jacques Tell sont venus nous parler de la situation du GIP-RASPEC. Visiblement, ça ne s'améliore pas. Un an après, la crise perdure puisque l'ARS prend un certain nombre de décisions. Il y a un audit qui est en train d'être réalisé en ce moment et le personnel du GIP-RASPEC, il est resté végatif, mais ils sont inquiets. Et puis on a fait le point avec Michel Fadémé-Coford sur ce premier sommet Caraïbes et CARICOM et Afrique, premier sommet où la Guadeloupe, bien sûr, était absente. Depuis les studios de Canal 10, Canal Community News se termine. La réalisation était assurée par Yann avec son assistante Taneli. Et donc, nous nous retrouvons demain à la même heure à partir de 12h30. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui.